Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Secrets d'Aigues-Mortes. Cette semaine, nous plongeons en pleine guerre de 100 ans pour découvrir un des épisodes les plus célèbres de l'histoire de la ville, le massacre des Bourguignons. À cette époque, la cité n'est pas épargnée par les ravages de la guerre. Les Bourguignons, alliés des Anglais, occupent la ville qui est alors assiégée par les troupes du Dauphin et de ses alliés. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir ensemble l'histoire de ce siège aigues-mortais qui donna naissance à une légende locale célèbre, celle des ventres bleus d'Aigues-Mortes. La guerre de 100 ans est une très longue guerre qui dure 116 ans. Comme vous avez pu l'apprendre à l'école, elle oppose les rois de France à leurs cousins, les rois d'Angleterre. Tous ces rois pensent être le roi légitime du royaume de France. Cet épisode, qui s'étend entre les années 1337 et 1453, est l'un des plus sombres de l'histoire de France. Outre les ravages de la guerre, il y a aussi des bandes de mercenaires qui pillent le pays, des famines ou encore des épidémies de peste. Autant vous dire que si vous aviez une machine à remonter le temps, ce n'est pas forcément la période que je vous conseillerais pour passer des vacances. D'autant plus qu'à tout cela, il faut rajouter une guerre civile que l'on appelle la guerre entre Armagnacs et Bourguignons. Alors remettons un peu de contexte dans cette histoire. Nous sommes au tout début du XVe siècle et le roi de France, Charles VI, est devenu fou. Sa femme, la reine Isabeau de Bavière, exerce la régence du royaume. En parallèle, deux grandes familles se disputent le pouvoir à coups de rumeurs, de complots et d'assassinats. D'un côté, le duc d'Orléans, le frère du roi fou, et ses alliés, les Armagnacs. De l'autre, le duc de Bourgogne, et vous l'aurez deviné, ses alliés, les Bourguignons. Le conflit entre les deux commence lorsque le duc d'Orléans est accusé d'avoir tenté de séduire, de force faut-il le préciser, la duchesse de Bourgogne. On l'accuse même d'être l'amant de la reine Isabeau, sa belle-sœur, et donc d'être le véritable père du futur roi, le dauphin Charles VII. Agacé, le duc d'Orléans parvient à faire évincer le duc de Bourgogne du conseil de régence. Furieux, le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d'Orléans à Paris en 1407. Et oui, je vous avais promis de l'assassinat. Les Bourguignons deviennent alors les maîtres de Paris. Le nouveau duc d'Orléans, Charles d'Orléans, souhaite venger son père. Avec ses alliés, les Armagnacs, il se lance dans une guerre sans merci contre les Bourguignons. Dans tout le royaume, chacun choisit son camp entre Armagnacs et Bourguignons. Finalement, en 1419, le duc de Bourgogne est assassiné à son tour sur le pont de Montreux-Folionne. Le nouveau duc de Bourgogne fait alors alliance avec les Anglais. Au même moment, en 1420, la reine Isabeau signe le traité de Troyes qui promet le trône de France au roi d'Angleterre à la mort de son mari, le roi fou, et qui déshérite donc son fils, le dauphin Charles VII. Pour justifier cette disqualification du dauphin, la reine déclare qu'elle a trompé son mari, le roi de France, et que son fils est donc illégitime. Évidemment, le dauphin Charles VII s'empresse de contester cette déclaration et accuse sa mère de mensonge. La guerre civile prend alors un nouveau tournant. Désormais, le duc d'Orléans et les Armagnacs combattent pour que le dauphin Charles VII devienne le futur roi de France, tandis que le duc de Bourgogne et les Bourguignons combattent pour que la couronne revienne au roi d'Angleterre. Et Aigues-Mortes dans tout ça, la ville n'est pas épargnée par ce conflit. En 1418, la cité est dans le camp du Dauphin et des Armagnacs, contre les Anglais, la reine et les Bourguignons. Lorsque les Bourguignons parviennent à s'emparer de Nîmes et de Montpellier, ils se présentent ensuite devant Aigues-Mortes. Les habitants sont prêts à se battre, mais le gouverneur, Louis de Malpu, décide de livrer la cité aux Bourguignons sans combattre. Une partie des habitants fermement opposés aux Bourguignons parvient alors à s'enfuir jusqu'à Beaucaire où se trouvent les troupes du Dauphin et de ses alliés. Sous le joug des Bourguignons, la population de la ville subit de nombreuses pressions et privations. Le gouverneur, Louis de Malpu, ne fait rien pour protéger les habitants et se rallie aux Bourguignons, ce qui entraîne la colère des Aigues-Mortais. À la fin du mois d'août 1420, les troupes du Dauphin et les Armagnacs assiègent Aigues-Mortes. Le siège est maintenu jusqu'au mois de novembre sans que grand-chose ne se passe. Il n'est pas très bien installé non plus car les Bourguignons et Louis de Malpu peuvent encore rentrer et sortir de la ville. Mais en novembre 1420, le Dauphin ordonne la reprise en main du siège. Cette fois-ci, la ville est cernée de tous les côtés et les habitants ne peuvent plus sortir. Les greniers de la ville étaient encore bien pleins et le siège aurait pu durer encore longtemps. Mais le traitement infligé aux habitants par leur gouverneur et les Bourguignons pousse la population à prendre les choses en main. Une nuit, à la fin du mois de janvier 1421, des habitants conduits par Antoine de Lévis, baron de Vauvert, se rendent secrètement aux portes de la ville. Ils surprennent les gardes qu'ils assassinent avant qu'ils ne puissent donner l'alerte.
Ils ouvrent alors les portes de la ville et laissent entrer les troupes du dauphin qu'ils guident ensuite jusqu'au quartier où se sont installés les Bourguignons. Réveillés en sursaut, les Bourguignons tentent de combattre ou de fuir, mais sont tous pourchassés et massacrés. Mais les Aigues-Mortais ne s'arrêtent pas là. Furieux, ils se rendent ensuite à la maison du roi, l'ancien château de la ville, pour y demander des comptes au gouverneur Louis de Malpu, qui les a livrés aux Bourguignons et si maltraités depuis. Mais l'homme est introuvable. Ils mettent alors le feu au bâtiment. L'ensemble de la maison du roi et les archives de la ville conservées depuis Saint-Louis partent en fumée. Au matin, la foule finit par trouver le gouverneur qui s'était caché dans un réduit et menace de le mettre en pièces. Le comte de Clermont intervient alors pour que l'homme soit jugé. Le procès est rapide, le gouverneur Louis de Malpu est condamné à mort et décapité. Aigues-Mortes est désormais de nouveau aux mains des Armagnacs et des troupes du dauphin Charles VII. Tous les Bourguignons et leurs alliés ont été massacrés. Comme cet épisode se déroule en plein hiver, le sol est gelé et il est impossible de creuser pour enterrer les corps. Mais les cadavres sont tellement nombreux qu'ils menacent de déclencher une épidémie dans la ville. On décide alors de les réunir dans une tour des remparts et de les recouvrir de sel pour qu'ils soient conservés jusqu'à ce que le sol dégèle et que l'on puisse les enterrer. C'est à cause de cet épisode que la tour en question se nomme désormais la tour des Bourguignons. Quand finalement on décida d'enterrer ces cadavres, on fut surpris en rouvrant la tour de découvrir que les corps avaient tous le ventre bleu car ils avaient été rongés par le sel. De là est née la légende des ventres bleus d'Aigues-Mortes. Après la destruction du château dans l'incendie, un nouveau bâtiment va être construit à sa place, le logis du gouverneur que l'on peut encore observer aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, car le gouverneur félon, Louis de Malpu, laisse derrière lui une femme nommée Jeanne et deux filles, l'aînée Jeannette, mariée à Guillaume de la Rivière, et la cadette Gardette, pas encore mariée. L'arrestation et l'exécution de Louis marquent pour elle la confiscation de tous leurs biens. Pour ces trois femmes de la petite noblesse, c'est la ruine assurée, en particulier pour la plus jeune, Gardette, qui est alors âgée de 15 ou 16 ans et qui voit tous ses espoirs de réaliser un beau mariage s'envoler en fumée. Leurs familles et leurs amis écrivent alors au dauphin pour implorer sa clémence pour ces trois femmes innocentes. Charles VII, en bon politicien, y voit l'occasion de se faire de nombreux alliés dans le sud de la France. En 1421, il gracie donc les trois femmes qui retrouvent leurs biens et leur statut. Il peut maintenant tourner son attention vers le nord de la France. Quelques années plus tard, en 1429, une jeune femme nommée Jeanne d'Arc fera son apparition à ses côtés pour l'aider à chasser les Anglais et leurs alliés bourguignons des autres villes de France qu'ils occupaient.